de l'oxygénation fœtale. Aigu. Donc, les souffrances chroniques, par contre, les souffrances chroniques surviennent tout au long de la grossesse, c'est-à-dire, bon, tout au long de la grossesse à partir du moment où le fœtus est viable, c'est-à-dire à partir de 22 semaines. OK? كيما تفهموش حبسوني يا أخي. Oui, docteur. Voilà, donc, et l'expression clinique la plus importante des souffrances chroniques, c'est le retard de croissance. C'est pour ça, si on parle, en général, on parle pas de souffrance chronique, on parle de retard de croissance. C'est quoi le retard de croissance? C'est un fœtus dont le poids de naissance est inférieur au 10e percentile. Et les dernières recommandations, justement, ne parlent plus de souffrance ou ne parlent plus de retard de croissance, on parle des PAG. C'est quoi les PAG? C'est des fœtus qui sont petits par rapport à l'âge gestationnel. C'est ça le PAG. P, petit, A, âge, et G, c'est âge gestationnel. Donc, par définition, les souffrances chroniques, c'est un fœtus dont le poids de naissance est inférieur au 10e percentile. Et c'est quoi la cause? C'est soit un déficit en apport d'oxygène et de glucose qui sont importants pour leur métabolisme, ou bien un défaut d'apport de protéines, de lipides et les besoins nutritifs. Donc, c'est quoi l'intérêt de la question? Donc, c'est une pathologie assez fréquente, c'est-à-dire qu'ils trouvent les services de GHR, nous avons toujours 3-4 malades qui sont hospitalisés pour retard de croissance ou là pour souffrance chronique. Deuxième intérêt, c'est la gravité, c'est-à-dire si on ne fait pas un diagnostic, si on n'agit pas à temps, on risque d'avoir des circonstances très graves, surtout l'IMC et les retards de croissance, on a la prématurité ou bien la mort fœtale. Donc, intérêt de diagnostic, il faut savoir poser le diagnostic à temps et intérêt thérapeutique. Donc, si on fait le diagnostic, on doit traiter ce fœtus, c'est-à-dire soit on le traite quand il est en in utero, c'est-à-dire on va traiter la maman, l'éthologie, et le traitement postnatal, c'est-à-dire les mesures de réanimation néonatale. C'est quoi la physiopathologie? Donc, la pathologie la plus importante des souffrances chroniques, c'est le syndrome vasculo-rénal ou l'insuffisance placentaire. Et du coup, la physiopathologie, c'est les résistances vasculaires qui sont augmentées. Du coup, on a un apport ou une insuffisance de perfusion fœtale, c'est-à-dire le sang n'arrive pas convenablement pour la croissance fœtale, soit par l'hypertension artérielle ou les résistances vasculaires au niveau des artères utérines sont augmentées, donc le sang n'arrive pas convenablement, ou bien il y a une pathologie maternelle qui donne cette insuffisance placentaire. Après, la physiopathologie, c'est-à-dire la réponse ou la réadaptation fœtale, c'est la même qui marque les souffrances aiguës, sauf que là, on a une longue durée d'adaptation, c'est-à-dire le fœtus, il a le temps de redistribuer sa vascularisation tout au long de la grossesse. La souffrance aiguë, on a la redistribution sera rapidement. Donc, on a la conséquence la plus précoce, c'est l'émission du méconium. Donc, on a le liquide teinté. Il y a la première expression de la souffrance aiguë. En bas, on va voir le ralentissement de bruit de cœur. Après, on a l'acidose.
Les souffrances chroniques, on ne va pas avoir une émission de méconium, on va avoir une redistribution, donc une croissance fœtale qui est désharmonieuse, c'est-à-dire la circulation sanguine, elle va être au profit de la circulation cérébrale et cardiaque. Donc, on va avoir une grosse tête par rapport au corps qui est petit. Donc, toujours, on a un retard de croissance désharmonieux. Les causes vasculaires. Les causes vasculaires parce que c'est les causes les plus fréquentes. Dans les retards de croissance où il n'y a pas une cause vasculaire, c'est un retard de croissance qui est harmonieux, c'est-à-dire tous les biométries qui sont petits par rapport à l'âge gestationnel. Mais je dois faire comme la redistribution qui se fait tout au long de la grossesse pour favoriser le territoire cérébral et cardiaque au profit de territoire cutané et mésenchymateux. C'est-à-dire, on va avoir un DAT qui est petit par rapport au BIP qui est plus ou moins conforme à l'âge gestationnel. فهمتوها هذه؟ إلا ما فهمتوش تقدروا تحبسوني. Oui, docteur. D'accord, merci. Maintenant, on passe au diagnostic. Donc, sur le plan clinique, on a la hauteur utérine. Bon, bien sûr, on a les signes de syndrome, donc l'HTA, le hadouk, je vais parler la clinique sur le plan retard de croissance. C'est-à-dire, c'est la hauteur utérine qui est petite par rapport à la gestationnelle. La fois passée, on a le schéma, c'est-à-dire sur le plan clinique, à 12 semaines, l'utérus arrive au niveau de la symphyse pubienne. À 16 semaines, il se retrouve à mi-distance entre la symphyse pubienne et l'ombilique. À 5 mois, donc c'est une hauteur utérine qui arrive jusqu'à l'ombilique. Donc, 7e, 8e mois, elle est à mi-distance entre l'ombilique et l'appendice xiphoïde. Et la grossesse à terme, c'est une hauteur utérine qui arrive jusqu'à l'appendice xiphoïde. Chez les femmes qui ont un retard de croissance, toujours, la hauteur utérine, elle est moins par rapport à la gestationnelle. C'est-à-dire, c'est une femme qui, par exemple, a 8 mois de grossesse et on a une hauteur au niveau de l'ombilique. Donc, toujours, la hauteur utérine, elle est inférieure par rapport à l'âge gestationnel. Deuxièmement, c'est les mouvements fœtaux qui sont diminués. كيفاش نديروا la courbe des mouvements fœtaux? Peut-être راكم شفتوا في les services, c'est-à-dire la femme après les repas, elle s'allonge en décubitus latéral gauche. On va lui demander à chaque fois où elle va sentir le bébé bouge, dire une croix. Entre les femmes qui ont un retard de croissance ou une souffrance chronique, toujours on a des mouvements qui sont diminués par rapport à la grossesse, par rapport aux grossesses normales. Donc, sur le plan paraclinique, donc, c'est l'échographie. Donc, on a des biométries qui sont petits, surtout la circonférence abdominale et la longueur du fémur, surtout la circonférence abdominale. Pourquoi? Parce que c'est le territoire splanchnique. Donc, c'est un territoire qui est défavorisé par rapport au territoire de BIP et la circulation cardiaque. Donc, toujours, la circonférence abdominale, elle est inférieure à P10. P10, c'est des courbes de croissance. C'est des courbes de croissance, les giant l'échographie, Juna, systématiquement, c'est un logiciel. Donc, en général, le BIP ne travaille entre P10 et P50, alors que le CA, toujours, il est inférieur à P10. Le deuxième, c'est des signes directs. La biométrie, c'est des signes directs de retard de croissance. Les signes indirects, on a l'oligoamniose, c'est-à-dire c'est une quantité de liquide amniotique qui est insuffisante ou là qui est diminuée par rapport à la gestationnelle. Et on a un placenta qui est sénescent. Qu'est-ce que ça veut dire la sénescence placentaire? C'est-à-dire c'est un placenta qui est calcifié. C'est un placenta qui commence à maturer précocement. Fahmtouha la sénescence placentaire? Non.
Oui, docteur. D'accord. Voilà. Le bien-être fœtal, c'est les mouvements. Donc, on a les mouvements globaux, c'est-à-dire c'est un fœtus qui bouge à l'intérieur à l'utérus, c'est-à-dire on est en train de faire l'échographie et au cours de notre examen, on va remarquer que ce fœtus est en train de bouger. Il est en train de bouger son cou, sa tête, il remonte, il descend. Et on a les mouvements segmentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Les mouvements segmentaires, c'est-à-dire c'est un fœtus qui bouge ses bras et ses pieds. Donc, هذا هو le bien-être fœtal. Voilà, donc sur le plan échographie. Deuxième examen, c'est les biométries. Ça, c'est une coupe de BIP, diamètre bipariétal. On a les deux os pariétaux. C'est le diamètre bipariétal. Donc, on a des repères. Comme je vous ai fait les détails, pas à votre niveau. C'est une courbe de DAT. Donc, toujours DAT, on a l'estomac, on a la veine ombilicale et la vertèbre. Ça, c'est le fémur. Et ça, c'est le placenta. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un placenta qui est normal? Vous remarquez rien sur ce placenta? Calcifié. Les calcifications. Non, l'image, c'est une image bizarroïde. Soit c'est un hématome, soit Hématome c'est... rétroplacentaire. Pardon? Ressemble à l'hématome. Qui fait? Il ressemble à l'hématome. Voilà, ça ressemble à un hématome. Ça, c'est pas un hématome. Probablement, c'est un angiome. Parce que l'hématome rétroplacentaire, il dit qu'on fait de l'espace. نسموه l'espace كلا rétroplacentaire. Qu'est-ce que يعني قضيت؟ شابة هيدا. سكتي عم يسمعوا فيك. Le deuxième examen paraclinique, c'est le Doppler. Donc, on ne peut pas faire une échographie obstétricale chez une femme qui a une souffrance fœtale chronique sans faire le Doppler. Alors, le Doppler, on a deux types. On a le Doppler maternel, c'est le Doppler des artères utérines. En général, on le fait à 16 semaines. Après 16 semaines, ça ne sert à rien de faire le Doppler des artères utérines. Et le Doppler fœtal, donc le Doppler fœtal, c'est très important. On a le Doppler artériel de l'artère ombilicale, le Doppler de l'artère cérébrale moyenne, et on a le Doppler veineux. Quand le Doppler utérin est pathologique. Une femme, elle consulte à 16 semaines, déroule un Doppler utérin, et on va remarquer qu'il y a des notches, c'est-à-dire une résistance au niveau des artères utérines. Là, on est en droit de mettre cette femme sous aspégie. OK? Après, le Doppler ombilical, on le commence à partir de 22 à 28 semaines. Donc, si on trouve le Doppler ombilical pathologique, là, on suspecte une insuffisance placentaire ou là, un retard de croissance. Ça va permettre de faire une surveillance. Normalement, on a une courbe d'indice de résistance. La résistance, en général, elle est entre 0,5 et 0,6. Au-delà de 0,6, c'est un Doppler résistant. Donc, les résistances au niveau des artères ombilicales, ils sont augmentées et le flux sanguin, il est diminué. Donc, on va avoir un retard de croissance comme conséquence. Dans le cas, admettons que les résistances sont résiduelles. Qu'est-ce qu'on va avoir? Un retentissement sur les artères cérébrales moyennes. C'est-à-dire que la redistribution, elle va compenser. Le moment, oui, c'est bon, le fœtus, il va lâcher et les résistances, les canaux l'artère ombilicale, les artères cérébrales moyennes. C'est-à-dire une résistance augmentée au niveau des artères cérébrales moyennes, c'est grave. C'est un fœtus qui est en pré-mortem. Il faut faire l'extraction en urgence.
Et après, on va faire le Doppler veineux. Bon, le Doppler veineux, comme je vous ai fait, c'est pas à votre niveau, c'est un Doppler qui se fait au niveau au niveau entre l'artère, entre la veine porte et la veine cave inférieure. Donc, le ductus venosus, c'est-à-dire qu'il y a la résistance au niveau des artères de Doppler veineux, c'est vraiment en post-mortem. Donc, il faut faire l'extraction en urgence. Dans l'heure qui suit le fœtus, si on ne fait pas l'extraction, il va mourir. Voilà. Hada, c'est un Doppler ombilical. Ça, c'est un Doppler des artères cérébrales moyennes. Ou Hada, c'est le Doppler des artères utérines. Ntouma tchfاو برك على le spectre كيفاش داير. اللي نخدمو به بزاف c'est le Doppler des artères ombilicales في service de GHA et c'est le Doppler le plus important pour la surveillance des femmes qui présentent un retard de croissance intra-utérin. Le troisième diagnostic paraclinique, c'est le RCF. Donc, le RCF, ça va permettre la surveillance qui m'a de la souffrance fœtale aiguë. Donc, le RCF, il doit être le rythme cardiaque, qui doit être compris entre 120 et 160. Inférieur à 120, c'est une bradycardie fœtale. Supérieur à 160, c'est une tachycardie. Et on a le rythme qui doit être réactif, c'est-à-dire on doit avoir des accélérations et peu de décélération. Si le RCF il est plutôt décélératif, on parle de rythme sinusoïde et là, c'est pas bon aussi. Le RCF, on doit le commencer à partir de 32 semaines. Avant 32 semaines, c'est les pathologies qui n'ont pas vraiment de valeur pronostique. Voilà. Hada, c'est un ERCF qui est normal. À côté le tachographe, il est négatif, c'est-à-dire il n'y a aucune contraction. Là, c'est je fais tout les fameuses DIP2, c'est-à-dire en dehors de toute contraction, on a des bradycardies fœtales. Les DIP2, donc c'est un signe de souffrance. Ça, c'est une tachycardie fœtale, c'est-à-dire c'est un rythme de base qui est supérieur à 160. C'est un rythme sinusoïde, c'est-à-dire à la côte c'est un ERCF qui est aréatif. On a ni accélération ni décélération, il est pathologique. Voilà. Et le quatrième diagnostic paraclinique, c'est le score de Manning. Le score de Manning, donc, c'est un score échographique et ERCF. Fait 4 paramètres. On a les mouvements globaux, c'est-à-dire comme le fœtus bouge son cou, bouge son corps. Les mouvements segmentaires, c'est-à-dire il bouge ses mains, il bouge ses bras, ses membres inférieurs. Les mouvements respiratoires, donc c'est vrai que le fœtus ne respire pas, mais il a des mouvements de cage thoracique. Le quatrième, c'est le liquide amniotique. Donc, est-ce qu'on a une oligoamniose? Est-ce qu'on a un liquide de quantité normale ou là, si on a une dramniose? Et le quatrième paramètre, le cinquième paramètre, c'est le cinquième